et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct pour l'épisode numéro 20, on est avec la meilleure analyste de boxe féminine, livre pour livre au Canada, Marie-Ève Albert. Et Marie-Ève, ce matin, quand je suis sorti de chez nous, là, ça m'a pogné dans les os. Il faisait moins 16. Puis j'ai eu une pensée pour toi. J'ai dit, s'il fait moins 16 à Montréal, il doit faire fret à Rimouski. Et là, je vois le moins 30 dans ton introduction. Mais faites-en pas. Ce serait la dernière semaine de froid intense. On passera à d'autres choses. Là. Ça, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Puis on finit par geler jusqu'au mois d'avril, mais c'est pas grave. By the way, merci Laurent. On a failli pas avoir d'épisode tellement on a eu des troubles de son dans nos tests, mais c'est pas grave. On est là. On touche du bois pour tenir jusqu'à la fin de l'heure. Rome ne s'est pas bâti en un jour. D'ailleurs, je me rappelle une fois, Jean-Pascal se battait le 14 mars. Puis j'avais fermé, j'étais allé chez mon ami, puis j'avais fermé toutes les stores pour ne pas me faire déranger par, mettons, ce qui se passe dehors. Puis je pense qu'il était tombé 45 cm de neige pendant le combat. Fait, attendez-vous, tu as raison, il va y avoir une dernière bordée. On a beaucoup de sujets, donc lançons-nous en boxe féminine. J'ai le goût de te faire une introduction. Là. Ça va être le prochain 30 jours, ça va être intéressant pour la boxe féminine. On va avoir des annonces. On a 3 combats féminins sur la carte de Jean-Pascal. Ce soir, sur DAZN, tu as une Canadienne qui se bat déjà dans un combat de 10 rondes. Je n'ai pas envie d'essayer de la nommer. J'ai toujours de la misère avec son nom, mais elle y va très vite. J'ai même vu qu'il y a une autre de tes préférées. Là, il faut que tu me rappelles, c'est toi l'experte des noms. Là. Elle est 5-0, elle a 19 ans dans l'Ouest canadien. Puis elle est déjà classée 6e IBF. Oui, comment ça? On va en parler tantôt. Je vais tout t'expliquer ça tantôt, comment elle a fait pour se rendre là en 6 mois. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans! Fait qu'on va en parler. Fait que là, il y a vraiment, moi, je le vois parce que je couvre la boxe au complet en ayant vraiment un éclairage sur la boxe québécoise. Puis je vais te dire une chose. La boxe féminine, vous êtes en train de... Les Américains disent de take over la boxe, point. Là, take over. Vous êtes partout. Il y avait un gars-là jeudi... c'était sur DAZN, mais on pouvait l'écouter sur YouTube. Puis il y avait 2 combats féminins. Le combat, tu sais, Stéphanie Cohen, c'était la guerre. Le monde capotait. C'était une fille qui était à l'analyse. C'est bientôt, là. Devenir un sport plus féminin que masculin, puis ça fait bien mon affaire. Donc, on commence. On a 2 nouvelles championnes incontestées chez les femmes. Oui, les Undisputed. J'ai mis le mot en français incontesté. Je me suis correct. Je vais les nommer, c'est Amanda Serrano et Alicia Baumgardner. Oui, mais tu sais, juste pour te mettre en perspective, depuis, mettons, 1 an, là, on dirait qu'on est à la course vers les unifications chez les femmes, vers les championnes incontestées, etc. Puis là, maintenant, depuis le 4 février, si on exclut les 154 livres, OK, on a une championne incontestée chez les femmes de 126 livres jusqu'à 168 livres.
Je mets un bémol sur Jessica McCaskill à 147 parce qu'on lui a enlevé un titre, son titre IBF pour des raisons nébuleuses, on en a déjà parlé, mais elle va se rebattre pour ce titre-là à court terme, probablement contre Abazine. Mais bon. Mais pourquoi tu dis nébuleuse, là, je t'arrête tout de suite? Parce que les gens ne comprennent pas encore clairement. Non, mais la IBF, c'est l'organisation la plus sérieuse. Tu sais, à 9 mois un jour, et des fois, ils vont t'enlever ton titre. Là. Moi, là, j'ai vu Rick Ramos à New York la semaine, justement, des combats. J'ai posé la question, comment ça se fait qu'ils ont enlevé son titre, l'IBF? Puis il dit, ben, c'est pas très clair encore. On comprend qu'il doit y avoir une règle, mais... probablement que parce qu'elle a descendu à 140 livres, ils lui ont enlevé son titre à 147, même si elle n'a pas gagné le titre à 140. Quelque chose comme ça, là. Mais j'ai cherché dans le règlement, puis je n'ai pas trouvé. Fait que probablement, si toi, tu le trouves un jour, là, tu me le flagras, parce que même avec Ramos, ça n'avait pas l'air sûr. Mais ils sont raides sur le 9 mois, d'habitude. Mais elle n'avait pas de problème avec son 9 mois. On ne sait pas. Pour moi, je ne sais pas trop d'où ça sort. Bref, on a des championnes incontestées partout. C'était au tour d'Amanda Serrano puis d'Alicia Baumgartner d'essayer. On peut commencer par parler d'Amanda Serrano, je dirais. Amanda Serrano, on s'entend que c'était très attendu ce combat-là à 126 livres. L'année passée, elle avait monté à 135 pour affronter Katie Taylor. Ça avait été la guerre. Elle est redescendue à 126 parce qu'elle voulait finir ce travail-là avant d'aller chercher un rematch contre Katie Taylor. Rematch qui est annoncé pour le 20 mai, by the way. Je vais te faire une couple de petits commentaires. Je trouvais ça le fun. Tu sais, d'habitude, ça m'énerve quand les filles, au lieu de se réaffronter tout de suite, ils perdent leur temps. Mais là, si c'est pour unifier, vas-y. Tu sais, au moins, tu sais, parce qu'on sait que le gros enjeu, c'est la revanche, ben, au moins, c'est productif entre les deux. Oui, mais c'est parce qu'Amanda Serrano, sa catégorie de prédilection, sa meilleure catégorie, à mon avis, c'est le 126 livres. Et elle avait vraiment une opportunité. Elle avait 3 ceintures sur 4. Elle avait, dans le temps, contre Katie Taylor, elle en avait 2 sur 4, mais elle était chercher l'autre entre-temps. Elle avait vraiment une opportunité de devenir la première championne undisputed de l'histoire de Puerto Rico. Gars-femme, là. Fille-gars. Et le momentum était là pour que les combats se fassent aussi. Les autres championnes étaient willing, il y avait de l'argent en jeu, il y avait beaucoup de visibilité. Jake Paul est dans l'équation avec son argent, puis, tu sais, tout ce qui est autour du phénomène. J'ai un autre commentaire. Hier, là, Jean-Charles Lajoie, il a comme magané Jake Paul en disant qu'il était en boxe pour se servir, puis qu'il faisait absolument rien de bon pour le sport. Et là, à cause, c'est un généraliste, mais moi, j'étais derrière ma télévision, puis je disais, ça, c'est pas vrai, hein, parce qu'il investit beaucoup en boxe féminine. Fait qu'à la limite, ce que Jake Paul, ce qu'il fait avec qu'on pourrait appeler un cirque, au moins, il redonne beaucoup à la boxe féminine. On pourrait énumérer ce qu'il a fait, puis les sommes d'argent qu'il a données. Il faut séparer le Jake Paul boxeur du Jake Paul promoteur et amateur de boxe. Il faut vraiment séparer ça. Est-ce que le Jake Paul boxeur va réussir à devenir bon? Parce que Jake Paul est jeune, puis il s'entraîne très sérieusement. Ça, c'est une autre histoire, puis on n'en parlera pas sur ce podcast. Toi, tu vas sûrement le faire sur le tien ou peut-être pas. Mais du côté promotion, sincèrement, il arrive avec une vision qui est très fraîche. Il signe des boxeuses qui sont intéressantes. Il investit vraiment dans le sport. Amanda Serrano, était à New York, chez elle. Elle affrontait Erika Cruz, qu'on a vu 2 fois, entre autres, contre Jelena Merjanovic dans les dernières années, qui a très, très bien fait contre Jelena Merjanovic. C'était un combat très intéressant à suivre. Maintenant, comment ça s'est passé pour Amanda Serrano? Moi, je n'ai pas trouvé du tout que c'était son meilleur combat. Même que moi, à la fin du combat, j'étais mitigée sur... J'ai pas fait une carte formelle, mais j'avais l'impression que c'était quasiment un draw, un combat nul. Puis je vais te dire pourquoi j'avais cette impression-là. On a vu une Amanda Serrano commencer très lentement, puis être quand même affectée par une Erika Cruz qui n'avait pas nécessairement une bonne technique, on va se le dire. Puis aussi, en parallèle, qui pissait le sang d'en pu finir du début jusqu'à la fin du combat. Je pense qu'au 2e, 3e round, elle s'est fait fracasser le front par un coup de tête non intentionnel. Et là, le coin a fait un horrible travail tout le long. Ça a été, si ça n'avait pas été un combat pour Undisputed, selon moi, ça aurait été arrêté, ce combat-là, parce que Erika Cruz perdait tellement de sang à un certain moment
moment donné, quand les rondes, dans les rondes du milieu, ou, mettons dernier tiers, là, quand elle se levait après sa minute de repos, elle chancelait. Ça y prenait quelques secondes avant de pouvoir se remettre sur ses pieds, ça, tellement qu'elle avait perdu du sang. Donc, mais malgré tout, elle a tellement touché Amanda Serrano dans ce combat-là. Serrano mérite probablement sa victoire, mais c'était quand même beaucoup plus serré que ça. On parle d'une ceinture de plus, qu'elle est undisputed. J'ai pas vu une Amanda Serrano qui avait aussi faim que contre Katie Taylor, malgré tout. J'ai trouvé qu'elle était vraiment slow starter, mais qu'elle a fini féroce. Un petit peu comme l'inverse de ce qui s'est passé avec Taylor, où elle avait eu les rounds du milieu pas mal forts, mais la fin avait été plus dure aussi. Bref, je pense pas qu'Amanda Serrano est trop vieille, comme certains vont dire, ou qu'elle est plus capable de se battre, ou tout ça. Je parle juste des circonstances de ce combat-là. La manière dont Erika Cruz s'est présentée. Erika Cruz, qui est moins connue, mais qui est une vraie guerrière. Je pense qu'elle joue peut-être dans la tête un petit peu d'Amanda Serrano, la pression de gagner aussi chez elle, etc., etc. C'était un très bon combat à regarder, cela dit. C'était divertissant du début à la fin. On ne peut pas dire que c'était un mauvais combat d'Amanda Serrano d'une perspective spectacle, mais je ne trouve pas que sa technique était si à point que ce qu'on a déjà vu dans le passé, puis que son énergie a été bien gérée. C'est vraiment comme ça que je le vois, là. Toi, je ne sais pas si tu as vu ce combat ou si c'était vraiment tout ce qui est autour, des fois, la pression, etc. Ça peut jouer peut-être sur quelqu'un. Moi, j'attends le combat contre Katie Taylor. Je ne veux rien savoir des autres. C'est ça, c'est Katie Taylor. On veut le rematch. Ça va avoir lieu 20 mai. C'est annoncé en Irlande, mais on ne sait pas encore le lieu et là, il va falloir que ça se décide là. On parlait de Croke Park pendant un bout à 80 000 personnes. Ça a l'air que Croke Park coûte une fortune. Juste en sécurité, ça coûte 1 million de livres pour assurer la sécurité dans cet événement-là. Je sais qu'il y a Conor McGregor qui s'est rajouté à Jake Paul et Eddie Hearn pour monter ce combat-là avec de l'argent et une expertise. Si ça ne se fait pas à Croke Park au mois de mai, Croke Park serait visé pour septembre, mais pour un combat contre Chantel Cameron, probablement, Taylor Cameron, et Serrano serait aussi en Irlande au mois de mai, mais dans un plus petit amphithéâtre. Bref, on va en entendre parler très bientôt parce qu'il faut qu'ils mettent les billets en vente à un moment donné, surtout si c'est Croke Park à 80 000 personnes. Alicia Baumgartner, à cette heure. Toi, là, Alicia Baumgartner. Je l'haïs. Pourquoi? Son caractère, là, j'ai pas aimé comment ils nous ont vendu un combat qu'ils n'avaient pas besoin de vendre. Là. Ça m'avait comme fâché, ça. Les deux filles, ils étaient en demi-finale, toutes les ceintures étaient en jeu, ça s'insultait, ça avait des connotations sexuelles. Tu parles de Maya Baumgartner, là? Oh, voilà. Le gars-là était déjà vendu. Ayez donc de la classe. Alicia Baumgartner, elle a eu l'opportunité de devenir undisputed pour une raison, c'est que la WBC a décidé de mettre Eun-Mi Choi champion in recess. Donc, parce qu'elle était blessée, puis ça avait déjà été ordonné le combat d'unification. Donc, champion in recess, ça veut dire que Choi devient quand même l'aspirante WBA obligatoire d'une certaine manière. Elle va avoir le premier droit de se battre contre la championne d'un point de vue WBA si elle le manifeste à la deadline. Là. Pour le public, c'est un peu la même chose que Oscar Rivas présentement. C'est ça, Oscar Rivas aussi est champion in recess. Donc, il y a un certain deadline pour dire s'il y a un nouveau champion, je veux t'affronter. À ce moment-là, WBC va lui donner le premier choix pour un affrontement, à moins que ce soit négocié autrement. Bref, Eun-Mi Choi est champion in recess. On va chercher Ilem Mekhaled, qui est mon ami, pour un combat pour Undisputed. La neutralité, tu n'es pas supposé avoir d'amis dans le domaine. Moi, je ne suis pas journaliste. Hein. Je suis un média alternatif. Fait que j'ai décidé que je n'étais pas neutre, mais j'aime les deux filles, cela dit. Mais j'étais contente pour Ilem. C'était une belle opportunité. Il faut se rappeler que l'année passée, elle voulait prendre sa retraite. Puis après ça, elle a changé d'agent. Elle travaille avec Sarah Fina, qui travaille aussi avec Devin Haney, puis d'autres personnes. Et là, elle a pu avoir Delphine Pearson, puis tout de suite après, Alicia Baumgartner, puis elle performe, sincèrement. Ça n'a pas été facile pour Ilem dans le round 3 puis le round 7 contre Alicia. Elle s'est fait pincer, puis elle a pris le tapis. Elle a goûté au tapis.
cela dit, tous les autres rounds, elle a bien fait. Elle-même, après avoir pris le tapis, puis on pensait qu'elle se ferait knocker au troisième, elle s'est relevée, puis elle a continuellement mis de la pression sur Alicia Baumgartner, Laurent. J'ai été surprise de voir Baumgartner boxer à reculons une grosse partie de ce combat-là. J'ai été surprise de voir Baumgartner au milieu de combat, mettons dernier tiers aussi, brûlée. Elle était brûlée. Puis Ilem a toujours réussi quand même à garder l'intérêt de ce combat-là jusqu'à la fin. Est-ce que c'est une victoire méritée pour Baumgartner? Absolument. OK, rien à redire. Ilem est allé 2 fois au tapis sur 2 rounds différents, bien, plus que 2 fois, mais elle a goûté au tapis sur 2 rounds. Baumgartner a consolidé les coups les plus forts. Mais est-ce que c'était un mot de dit bon spectacle? La réponse est oui. Et je crois que Ilem menait au début les 2 premiers rounds. Moi, j'avais donné les 2 premiers rounds à Ilem, mon voisin portoricain qui était avec moi du côté des médias parce que j'étais sur place. Lui aussi, il avait donné ça à Ilem, puis un autre en avant de moi aussi qui était anglais. On était plusieurs à avoir donné les 2 premiers rounds à Ilem. Ce que j'ai moins aimé, autant du côté de Baumgartner, Michaled que de Serrano Cruz, j'aime pas ça dans des combats pour Undisputed, qu'il n'y ait pas de juge neutre puis d'arbitre neutre. Ça me dérange un peu. Dans le cas de Serrano... Mais Marie, c'est souvent comme ça quand il y a un côté A et un côté B de l'équation. La championne, quand elle n'est pas dans une défense obligatoire, va mettre toutes ses conditions. Puis si tu ne signes pas en bas du chèque, on va en bas du contrat, on va juste appeler la prochaine sur la liste. Je le sais, mais c'est... exactement comme là, ça. Mais tu sais, mettons qu'on parle... Non, mais tu sais, mettons qu'on parle de Serrano Cruz, les deux avaient des ceintures. Ça aurait pu être négocié autrement. J'ai trouvé ça spécial quand tu avais 3 juges new-yorkais ou dans la périphérie de New York, un arbitre new-yorkais. Oui, mais là, il ne faut pas que tu oublies que certaines associations, par chauvinisme, ne permettent pas des étrangers. Comme je me rappelle qu'en Californie, c'est comme ça. Fait que quand Golovkin accepte d'aller faire le combat 2 contre Canelo, ça vient avec. Fait que souvent, tu vas demander plus d'argent, mais t'es pris comme ça. Je le sais, mais c'est pas le cas à New York. C'est pas le cas à New York parce que je me rappelle très bien que Benoît Roussel était sur Serrano Taylor. Fait qu'ils peuvent le faire. Ils l'ont juste pas fait. T'sais, ils l'ont juste pas fait. Ils auraient pu prendre un juge américain, 2 juges américains, mais au moins un juge mexicain. Moi, j'aurais préféré ça. Tu sais, quand on parle de neutralité, là, des apparences de conflit d'intérêts, j'aime pas ça. Mais si l'aspirante ne le demande pas et ne le négocie pas, puis si on en fait, elle tient mordicus, ils vont appeler l'autre d'après. C'est ça, c'est un peu le problème quand du A contre B. On préfère je dis toujours aux boxeuses que des fois, quand je leur parle, t'as-tu négocié pour un juge, au moins un juge européen? Ouais. Puis il y en a qui me disent oui, puis il y en a qui me disent ah, j'ai pas pensé à ça. Ben c'est ça, pensez-y. C'est là qu'on voit l'importance du gérant. Il y a quelqu'un cette semaine, je ne me rappelle pas qui me disait le gérant, quand t'en as un bon, ça fait tellement une grosse différence sur les opportunités. Je pense que c'est peut-être toi, dans le fond. Moi, c'est moi qui me disais ça. Oui, c'est toi qui me disais ça parce que c'est un rôle qui est souvent effacé. On va beaucoup entendre parler promoteur, entraîneur, boxeur, mais on oublie ce rôle-là. On le décortiquera. Sky Nicholson, Shada Green et Remla Ali ont eu une drôle de soirée le 4 février dernier. C'était une soirée inégale. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Les 3 ont eu une soirée inégale. Tu en as 2 qui ont eu une moins bonne soirée que l'autre. Mettons qu'on commençait par Shadacia Green, parce que celle-là... Non, mais j'aimerais ça. Là, je te fais un petit compte-rendu de 20 secondes parce que j'étais impressionné. Green, elle arrive, puis elle affronte la meilleure fille qu'elle a vue dans sa vie, Hélène Cerredos. Une ancienne championne qui vient de faire la limite avec... C'était avec qui avait fait la limite? Avec Cruz Dezern. Ah ouais, c'est ça. Fait que là tu as le gros comparable et tout. Puis là, Shadacia Green, là, elle avait l'air un peu débordée, mais elle faisait bien les choses. Elle lançait son jab, plaçait sa main arrière, attendait la contre-attaque. Ouais. Là, tu te dis, quel jeu dangereux que si tu ne réussis pas contre une fille qui ne se fait jamais faire mal habituellement, tu ne te rendras jamais à la fin du combat. Au 2e, elle y fait mal. Au 6e, elle sort de ses bottines. Merci, bonsoir. Elle vit avec sa force de frappe et pour l'instant, ça va très bien. Moi, là, j'adore cette fille-là.
Depuis longtemps. Puis, je suis tellement contente. Elle aussi, c'est une signature de Jake Paul, une signature très ingénieuse parce qu'il va pouvoir avoir des combats palpitants autour de cette fille-là, puis aussi des rivalités palpitantes. Je dis ça comme ça. Maintenant qu'on parle de performance, effectivement, tu as raison, elle s'est fait déborder. Mais il ne faut pas oublier que cette fille-là, elle a eu une carrière amateur puis assez boxée, OK? En vrai, assez boxée. Mais là, Très beau jab. Oui, c'était gros. Il y a de l'adaptation, puis il ne faut pas oublier qu'Hélène Cedros, là, qui était en face d'elle, c'est aussi une bonne boxeuse. Tu sais, on la connaît moins, mais c'est une fille qui a été double championne du monde, qui a des knockouts, qui sait bouger, qui s'entraîne avec une autre fille qu'on connaît qui s'appelle Patricia Bergold, qui était dans la catégorie de Marie-Ève Ducaire, donc ils partagent le gym ensemble. C'est une fille qui a du bon sparring tout le temps. Et elle a accepté ce combat-là, Cedros, à 3 semaines d'avis. Je me rappelle, les sites de matchmaking, ça cherchait un adversaire à Shadowsia Green, mais il fallait que ça soit un adversaire d'un certain niveau parce qu'on voulait que ça soit un éliminatoire WBC pour déterminer l'aspirante numéro 1, l'aspirante obligatoire, en fait, de Cruz de Zern. Il fallait quand même que ça passe le test de la WBC. Bref, elle a été débordée, comme tu dis, ton analyse est parfaite parce que cette fille-là, elle a plein d'options. Si sa boxe ne suffit pas tout seul, elle m'avait dit en entrevue juste avant, elle m'avait dit, moi, elle dit, je veux prouver que je suis une bonne boxeuse aussi. Donc, tout de suite, on voyait qu'elle voulait probablement faire des rounds contre Cedros pour essayer de la gagner au point ou du moins avoir un knockout tardif, mais être capable de montrer qu'elle n'est pas juste une cogneuse. Elle a peut-être eu un peu de misère à arriver à ce but-là. Pas parce qu'elle n'a pas montré qu'elle avait des belles qualités de boxe, mais parce qu'elle était débordée, comme tu disais. Cedros s'est présenté avec... Mais des fois, elle devenait un peu passive à attendre la main arrière. C'est ça. Mais ça, elle va s'adapter aussi. Tu sais, elle va s'adapter, là. Mais c'était plus difficile. C'était plus difficile côté boxe. Tu as raison. Il y a des choses elle a un beau jab. Ça, on ne peut pas... Elle a de la portée. Elle est grande, elle est costaude. Elle est capable de mener le bal, comme on dit. Elle a un très beau 1-2. Tu sais, elle me fait penser, tu sais... là, tu vas trouver que c'est une drôle de comparaison, mais tu sais, Deontay Wilder avait ce beau 1-2-là. La petite efficacité, jab, main arrière, on ne se complique pas la vie, on avance dans le combat. Puis... Il y a du torque là-dedans. Mais c'est ça. Par contre, quand elle a vu qu'il n'y avait plus de solution tant que ça là, pour la boxe, que ça n'allait pas se solder, que ça ne l'avantageait pas, mais elle a dit, moi, je vais finir ça par un knockout. Puis elle a juste fait un switch, puis elle a changé un peu sa manière de boxer, elle a trouvé tout de suite l'opportunité. Ça a été très difficile. Mais c'était drôle parce qu'elle se fait faire, à la fin du round précédent au knockout, elle se fait faire mal, elle est débordée. Là, le round finit, elle s'assoit dans le coin. Là, l'autre round commence, merci, bonsoir. Ben, probablement que ça l'a choqué. Tu sais, quand on dit que tu te fais... Tu sais, on se fait choquer un peu, là. Elle s'est fait... Ça l'a insulté un peu de s'être fait faire mal. Fait qu'elle s'est dit, regarde, c'est pas vrai que je vais vivre un autre round de même. Let's go, j'ouvre la machine, c'est fait, bonsoir. Puis comme tu dis, c'est un comparable. Il y en a qui a ça, Martine Vallière, elle me dit tout le temps, moi, les comparables, quand vous me dites le mot comparable, ça me fait rire parce qu'elle n'a pas tort. Parce que des fois, les circonstances d'un combat versus un autre, ça enlève une couche de comparable qu'on oublie, là. Mais ça reste quand même que ces deux filles-là ont affronté Hélène Cedros. Je parle de Cruz de Zern et Shadowsia Green. Cruz de Zern a cassé le nez à Hélène Cedros, il faut se rappeler, mais Hélène Cedros a toffé les 10 rounds pareil. C'était une décision unanime en faveur de Cruz de Zern, qui a une renommée pour puncher fort, puis qui a une renommée pour être tough aussi. Mais Shadowsia Green, elle, non, elle va plus loin que ça. Je casse pas le nez d'Hélène Cedros. Moi, je la knock, puis c'était tout qu'un knockout à voir aussi. C'était quand même spectaculaire, là. Ça devait pas... le lendemain matin, je pense que Cedros a dû avoir mal à la face un peu quand elle s'est levée. Bref, succès pour Shadowsia Green. J'ai hâte d'en voir plus, puis on va en voir plus parce qu'avec Jake Paul, elle devrait se battre minimum 4 fois cette année, selon moi. Il reste Sky Nicholson et Ramla Ali. Bon, là, ça a été plus difficile pour différentes raisons. On va parler de Sky pour commencer. Sky Nicholson, c'est une grosse prospect. Elle se battait pour la WBC Silver des 126 livres, puis elle a clamé toute la semaine qu'elle voulait avoir une chance d'ici la fin de l'année contre Amanda Serrano, ou la gagnante du combat d'Undisputed qui était sa même carte. Donc, moi, je l'ai eu en entrevue, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle se présente sur ce combat-là contre une fille qui s'appelle Tania Alvarez, une Espagnole qu'on connaissait peu, qui était comme 7-0, invaincue. Mais tu sais, les fiches, hein? Les fiches, des fois, là, ça ne montre pas vraiment quel type de boxeur que tu es. Ce que ça ne montre pas, c'est que Tania Alvarez n'a pas eu de carrière amateur.
Elle a commencé chez les pros il y a à peu près 2 ans. Elle a commencé à boxer, en fait, il y a à peu près 2 ans. Donc, depuis qu'elle a mis les gants pour la première fois, en 2-3 ans, elle a déjà 7 combats pro contre des adversaires assez faibles. C'est une fille qui est très jeune, en début vingtaine, qui est encore en train d'apprendre à boxer. Fait que là, quand les gens disaient « Elle est donc bien pas bonne, Tania Alvarez », mettez-vous dans la peau d'une fille qui commence à boxer il y a 2 ans, puis qui a un coach qui la met tout de suite à faire des combats. T'sais? Fait qu'elle apprend en boxant. Un petit peu comme des petites Mexicaines qui passent pro à 15 ans puis qui ont des défaites au début. Elle, ça a été l'inverse. Ils ont mis des adversaires faciles. Elle n'a pas un beau style de boxe, mais elle a de la volonté. Moi, elle m'avait dit, mon plan de match contre Sky, c'est d'avancer sur elle puis de l'épuiser jusqu'à temps qu'elle n'en puisse plus. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a tellement joué dans la tête à une fille comme Sky Nicholson que Sky s'est mis à boxer vraiment bizarrement. Pas de jab quasiment du combat. Tourner autour de l'adversaire, tourner sans fin. Zéro des punches, des single punch, mais tout le temps le power punch en single. T'sais, même pas du 1-2, là. Il n'y avait pas de jab, carrément pas de jab là-dedans. Elle a complètement, puis la fille qui avançait, elle a fait boxer de reculons un peu, etc. Donc, la fille qui s'appelle Tania Alvarez, qui avait un style vraiment ordinaire, un petit peu à la Cynthia Lozano, quand on y pense, mais plus de talent quand même à la Cynthia Lozano, dans le sens que tu boxes large, tu boxes la tête en avant, tu avances même quand tu manges des coups, tu n'as pas de défensive. Ben, ça l'a réussi à déboussoler une fille qui a 300 combats amateurs. Moi, ça m'a dérangé, ça. Déjà, en partant, je me suis demandé comment ça se fait que ces 2 filles-là avaient été mises dans le même ring. Je comprends qu'on veut permettre à Sky de monter sa fiche, puis qu'on ne veut pas la mettre contre des filles qui ont des défaites, parce que ça paraît mal. Mais ça paraît encore plus mal quand on voit une affaire de même. Sky n'était pas satisfaite de son combat, là, on va se le dire. Elle sait que ce n'est pas son meilleur. Mais moi, je me pose des questions quand je vois ça. Je me dis, cette fille-là, sa transition vers les pros, elle ne fonctionne pas présentement. Elle devrait déjà être plus solide, utiliser beaucoup plus d'outils. Tu as 300 combats amateurs à peu près, là, Laurent. Tu sais, des match-ups de même, on en voit, là. C'est pas le premier, là. T'sais? Moi, je suis mitigée, là. Moi, je n'ai pas été satisfaite du tout de ce combat-là de la part de Sky. Sky, qui est une fille que j'aime beaucoup, by the way. Je me dis tout le temps, quand est-ce qu'elle va éclore? Quand est-ce qu'on va voir une vraie Sky? Ce serait peut-être le temps d'y amener des adversaires qui vont la faire grandir. Tu sais? Au lieu d'y amener des filles qui vont faire check sur le papier parce qu'ils cochent non, mais on coche des cases, mais on ne coche pas la case apprentissage. Tu sais? Je trouve aujourd'hui que il y a beaucoup de choses que la boxe amène, comme des adversaires un peu louches, A contre B. Puis là, on dirait que tu te fâches trop aujourd'hui, Marie-Ève. Je suis fâchée. C'est normal. Ce combat-là m'a fâchée, Laurent. C'est normal de construire des fiches comme ça. Ramla Ali, qui est la protégée de Anthony Joshua. Qui travaille avec Manny Robles comme coach. J'aime beaucoup Manny Robles, by the way. C'est un coach que je trouve qui est très pédagogique. Je trouve que c'est un bon match pour Ramla Ali. Il travaille aussi avec des filles comme Mikia Craps. Donc, j'aime ce coach-là. En boxe féminine, il coach de plus en plus. Puis j'aime beaucoup ce match-là. D'ailleurs, Ramla est déménagée aux États-Unis. Elle ne vit plus en Angleterre. Elle vit aux États-Unis pour être plus proche de son équipe qu'elle a décidé de bâtir. Donc, on va voir beaucoup Ramla se battre sur les cartes de Matchroom en Amérique du Nord. Il s'est passé des drôles de choses. Ramla a gagné contre une fille qui s'appelle Avril Mati, qui est une Australienne, qui montait de catégorie pour affronter Ramla Ali pour le titre IBF international. C'était une opportunité pour elle. Clairement, sur papier, tout le monde savait que Ramla Ali était vraiment plus talentueuse qu'Avril Mati. Ça, c'était le secret le moins bien gardé. Même si la fiche d'Avril n'est pas pire, on le savait qu'il y avait une grosse différence côté technique, côté talent, puis tout ça. OK. Sauf que ça n'a pas paru dans le combat tant que ça. C'est ça qui m'a dérangée aussi. J'ai trouvé que Ramla n'était pas aussi forte que d'habitude. J'ai trouvé qu'elle ne bougeait pas bien puis qu'elle accrochait énormément. Puis c'était pas du petit accrochage. C'était du gros accrochage où l'arbitre aurait dû intervenir à un certain moment donné pour y enlever un point. Moi, je l'ai même mentionné sur les réseaux sociaux. Je trouvais que Ramla méritait sa victoire, mais qu'elle l'a eu quand même facile d'un point de vue arbitrage à cause de cet accrochage-là qui était incessant.
Puis Ramla est venue me parler en privé après ça. Parce qu'on a su que ça faisait 1 mois qu'elle était malade. Puis qu'elle boxait sans le savoir avec un poumon qui était comme semi-affaissé. Mais voyons! Ah oui? On l'a su le lendemain, elle s'est ramassée à l'hôpital, poumon semi-affaissé. Déjà en partant, je me dis comment ça se fait qu'on a laissé ce fille-là qui n'était pas en forme de même boxer. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de sous d'investis dans une grosse carte puis on veut qu'elle boxe. Mais il y a une décision moi, je n'ai pas compris la décision quand j'ai vu qu'elle était maganée comme ça. Parce que là, elle est en récupération. Puis après son combat, elle est allée dans les bras de son coach. Là, puis elle scillait, elle était maganée. Il y a une vidéo qui existe de ça sur Instagram. Un peu comme moi, après que j'aille monter les marches d'escalier. Genre, Laurent. Mais tu sais, x10 peut-être. Puis ça, elle m'a dit en privé, elle m'a dit, tu comprends-tu pourquoi j'ai accroché? Puis j'ai fait, je comprends un peu plus. J'aime pas ça, voir ça. J'aime pas ça, c'est une forme d'anti-boxe. Moi, j'aime pas ça, de l'accrochage extrême. Je peux comprendre à quoi ça sert, l'accrochage en boxe. Mais ça, c'était de l'accrochage. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'accrochage, la tête en avant. J'aimais moins ça. Maintenant, Avril Matty, je me posais la question au début, c'est-tu Avril Matty qui est meilleure qu'on pense ou c'est Ramla qui est moins bonne qu'on pense? Peut-être les deux. C'était ça que je me disais, c'est au milieu des deux, mais je crois vraiment que la santé de Ramla Ali n'était pas à son meilleur. Ça a affecté énormément ses performances. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine fois. Là, on va pouvoir comparer, OK, est revenue comme on pense, Ramla, là, tu sais. Parce qu'elle nous disait, je veux boxer contre Yamilette Mercado, moi, cette année. Puis j'ai vu ce combat-là. Après ça, Yamilette, qui est une championne, j'ai fait comme... Chaque chose en son temps. Ouais. Le prochain sujet, tu l'as enlevé de la liste. Moi, je vais faire juste je vais le dire, là. On l'a vu, le tweet, moi puis Marie-Ève, que Marie-Pierre Houle va avoir une grande annonce cette semaine. Et des fois, on pourrait vous en parler pendant 10 minutes, mais pour ne pas nuire aux négociations et laisser les promoteurs faire leurs annonces, on va en parler le mois prochain. Faites-vous-en pas. On va avoir le temps le mois prochain. On va en avoir un épisode 21. Là. C'est ça. OK, moi, je te fais l'intro. Des fois, il y a des affaires qui m'intéressent comme ce combat-là. Ouais. Le retour très attendu de Marie Spencer se fera le 23 mars prochain. Et je vais répondre à une de tes premières questions. Parce que moi, j'étais en vacances, j'étais allé passer l'après-midi dans le bureau de Marc Ramsey. Puis c'était drôle parce que Marc Ramsey a signé des chèques tout le temps que j'étais là. Puis là, moi, j'arrêtais pas. Tabarouette, t'en fais de l'argent? De quoi? J'en fais, je signe des chèques, je suis pas en train d'en encaisser. J'en donne. Fait que là, il disait, l'argent revole. Puis on est venu sur le sujet de l'adversaire de Marie Spencer. Puis en gros, moi, ce que je disais, tu sais, je dis, Marc, c'est quand même spécial qu'il sorte un article sur Radio-Canada pour s'inquiéter de l'adversaire de Marie Spencer quand c'est une fille qui a gagné une médaille de bronze aux Olympiques. Ouais. Si on commence à s'inquiéter sur les médaillés de bronze aux Olympiques, on s'en sortira jamais. Puis moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas un duel qui s'organise dans une année au Québec que si je me lève un matin puis que je décide que je suis malhonnête, je vais passer à travers le duel puis je vais vous dire que c'est de la merde en me fiant sur BoxRec. Je peux regarder les poids, je peux regarder les délais, je peux regarder les comparables. Si je décide de jeter un combat en dessous de l'autobus, je vais réussir. Puis Marc m'expliquait que la fille, là, que j'ai oublié le nom, là, comment Araujo. Oui. Adriana Araujo. Elle avait le même gérant que l'autre d'avant, que Ogledis Suarez. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle avait une date de combat. Elle était en camp d'entraînement. Elle était supposée se battre dans un gala qui avait lieu, je pense, au Bahamas. Puis son retour était planifié. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'elle n'avait pas d'adversaire. Fait qu'ils ont pris la date du retour, le camp d'entraînement qui était commencé, et ils l'ont amené contre Marie Spencer. Mais là, je vais vous dire un secret, c'est qu'il paraît qu'elle boxe en joie le vert, puis que même du côté de... Là, une chance, Marie Spencer ne parle pas français, puis elle ne comprendra pas vraiment le podcast. Du côté de Marc Ramsey, il a fait comme... Hey, nous autres, on pense que cette fille-là peut venir surprendre. Là. Fait qu'on est quand même surpris qu'on soit inquiet dans le journal, sur Radio-Canada. Puis de l'autre côté, nous autres, on pense qu'elle peut jouer un tour à Marie Spencer. On ne voulait pas de combat facile. Fait que je t'écoute là-dessus. Non, mais en vrai, on va le savoir probablement le jour de la pesée, c'est quoi sa shape. Mais tu sais, parce qu'elle va arriver, puis on va le voir, c'est pas en shape ou c'est en shape. Là. Ça n'existe pas les Olympiennes pas en shape.
Si elle est en shape, ben c'est ça que j'allais dire. Souvent, ces athlètes d'élite-là qui ont boxé pendant 20 ans de leur vie, même s'ils sont à la retraite, continuent à aller au gym. Puis même ceux qui n'ont pas annoncé leur retraite encore restent au gym parce que c'est une habitude de vie. Tu sais, on voit ça beaucoup chez les athlètes. Il y a peut-être juste les joueurs de hockey, des fois, quand ils vieillissent, ils lâchent un petit peu plus le gym. Mais en boxe, en tout cas, c'est souvent un mode de vie. C'est vraiment l'entraînement de boxe. Il y en a qui aiment ça, aller se défouler sur un sac, même s'ils n'ont plus d'adversaire. Bref, moi, je ne m'inquiète pas du talent. Pas du tout, du tout. Parce que franchement, c'est des filles qui sont allées aux mêmes Olympiques en 2012. Cette fille-là a eu énormément de combats amateurs. Là encore, il ne faut pas se piller à BoxRec parce que la plupart de ces combats amateurs ne sont pas là. BoxRec, c'est souvent les galas internationaux. Oui, c'est ça, exactement. Puis des fois, pour qu'un gala soit homologué BoxRec puis un autre nom, les critères ne sont pas clairs. Puis des fois, c'est aussi relevé. Donc, moi, je ne me fie pas à ça. Par contre, si on regarde vite qui que cette fille-là a affronté, elle a affronté des filles, tu sais, elle se battait chez les super légers, là, amateurs, mais elle a affronté des filles comme Natasha Jonas qu'elle a battues. Tu sais, elle a battu des filles comme Kyria Tapia, Mira Podkonen. Mira Podkonen a gagné une médaille aux derniers Olympiques, mais cette fille-là a été battue par Araujo. Là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de son talent. Moi, là, dire cette fille-là, es-tu capable d'affronter Mary Spencer? La réponse, c'est oui. Maintenant, c'est quoi sa forme physique? On nous dit qu'elle est en camp d'entraînement, probablement qu'il y a des vidéos qui ont été envoyées, probablement qu'elle veut faire un retour à la boxe. Mais Marie, ce que je veux amener aussi comme point, c'est, tu sais, le matchmaker puis le promoteur, ils ont accès à une fille qui a gagné une médaille de bronze aux Jeux olympiques puis qui est prête à venir ici. Oui. Mais ce que tu racontes, la forme physique, tout ça, est-ce que ça ne devient pas la job de la régie? Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est un peu si je me prends un conseiller financier au coin de la rue, il est supposé avoir passé à travers l'autorité des marchés financiers. Fait que si je vais chercher une adversaire puis que je paye la régie pour superviser mon combat, mais c'est à eux de demander les photos puis les tests médicaux, tu sais. Puis mettre des clauses de conditionnel, des choses comme ça. Puis si c'est la régie qui doit homologuer, qui doit accepter ou non de sanctionner un combat. À un moment donné, là, moi, je trouve que... Puis il y en a qui vont dire, moi, mais elle a 41 ans. Écoutez, Mary Spencer, elle n'a pas 20 ans, là. Non. Tu sais, il faut pas virer fou non plus avec ça. On parle d'une fille qui a été aux Olympiques, médaillée d'Olympique. On parle d'une fille qui a fait énormément de combats amateurs, qui a une fiche à peu près similaire à Mary chez les pros. 7-1 ou 7-0, quelque chose comme ça. À peu près 6-7-8 combats. Moi, je ne vois pas d'enjeu à les voir s'affronter. Là où je verrais un enjeu, c'est si elle n'arrive pas en shape et que la régie le sanctionne. Parce qu'elle quand même était à la retraite. Ça, c'est la seule chose que je dis. Est-ce que c'est mieux que Gladys Suarez? Selon moi, oui. Oui, mais moi, je crois que ce qui va arriver, c'est que cette fille-là, qui a 41 ans, qui mesure 5 pieds 5, va plutôt comme rapidement se rendre compte que outil pour outil, elle est trop petite, elle n'a pas les bras pour se défendre. Les bras assez longs, mais elle va être assez bonne pour vraiment comme jouer à la tortue un peu, tu sais, comme la fille qu'on a vue. Tu sais, celle qui a affronté Marie-Pierre Roule, Marie Spencer, Marie-Ève Dicker, là, qui a toujours fait la limite, là, j'ai oublié son nom. Là. Elle était venue ici pendant la COVID contre Marie-Pierre Roule. Il y a des boxeuses qui sont assez bonnes pour se rendre compte rapidement dans un combat, je ne gagnerai pas, mais je ne me ferai pas faire mal. Puis là, puis il y a du 5 pieds 5 contre du 5 pieds 11. OK, ça traumatise bien du monde. Là. Mais à ma douche contre Maillard, ça ressemblait à ça pas mal. Là. 5 pieds 4 contre 5 pieds 9 et demi. Là. Puis ça a été le meilleur combat de l'année, pareil. Mathieu Germain a fait sa vie à affronter du monde si non, mais plus grand que lui. Il y a des stratégies quand on est petit pour gosser quelqu'un de grand et vice-versa. C'est de la boxe, c'est de la stratégie. C'est pas juste de puncher d'en face. Là. Il y a de la stratégie aussi pour amener l'autre à boxer plus bas, se mettre plus à risque, ouvrir plus. Ou toi, tu vas boxer, tu vas donner l'impression de boxer plus grand. À un moment donné, là, Mary Spencer vient de perdre contre Femke Hermans de façon vraiment claire. Ça lui prend un combat qui va lui faire des rounds. Ça lui prend quelqu'un qui a du talent avant d'elle parce que là, dorénavant, dans le futur, ça va être des filles de talent pour Mary Spencer. Il faut qu'à un moment donné, si on veut qu'elle devienne championne, on ne peut pas toujours lui mettre la fille qui rush en avant d'elle. Il faut lui mettre des adversaires qui savent boxer un peu. Puis on est rendu là. Elle n'a plus beaucoup de temps, Mary Spencer. Elle n'a pas 20 ans. Elle est en fin trentaine. Non, mais tu as raison, mais c'est pour ça que moi, j'étais content que justement, elle ne perde pas de temps. Elle a l'air heureuse dans le gymnase. Oui. Puis là, je vais te faire un triple lien. OK, regarde bien ça, c'est fort. OK, ça, c'est mon talent d'animateur. Je vais te parler de mon dernier sujet, de celui-là, puis je vais faire le lien pour le prochain en même temps. Vas-y.
J'ai trouvé magnifique de voir à l'entraînement Marie-Pierre Roule, qui se prépare pour un gros combat, Marie Spencer, qui se prépare pour un combat le 23, et Camara, qui se prépare pour un combat le 16. Les trois à l'entraînement ensemble. Trois promoteurs différents, mais nous, on s'en fout. On n'est pas dans vos histoires de promoteurs. On n'est pas dans vos chicanes. On est les trois actifs. On a les trois un combat qui s'en vient. On s'entraide. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Et chacune a quelque chose à apporter aux autres, parce qu'on a trois divisions de poids différentes. On a trois façons de faire différentes. Vraiment, là, j'ai trouvé ça magnifique de voir les trois. On pousse ensemble. On se fout bien des histoires au sommet des promoteurs. Et ça nous amène à 3 combats féminins confirmés en sous-carte de Pascal et Ferd. Je t'en amène un premier. On vient de parler qu'Araujo a 41 ans. Jessica Camara va affronter Priska Vico, qui elle a 46 ou 47 ans. Et j'ai glissé aussi le mot à Marc Ramsey, qui ne veut pas connaître tous les boxeurs et les affaires. Puis il m'a dit, il faut faire attention chez les femmes. On dirait qu'ils ne sont pas... Ça, c'est moi qui l'ajoute. Les femmes ne sont pas conçues pareil comme nous, les hommes. Ils peuvent être vraiment en shape à mi-quarantaine, puis il n'y a pas vraiment de danger. Puis là, c'est ce qu'on va voir. Camara contre Vico. Camara, c'est écrit dans le ciel qu'elle va être championne du monde. Il faut juste attendre. Là, il va falloir voir c'est quoi la stratégie avec elle à long terme. Priska Vico, c'est correct actuellement. Elle a 47 ans, mais c'est quand même une boxeuse qui sait boxer. Moi, j'ai vu Priska Vico quand même performer dans sa carrière. C'est une Française. Elle bouge bien. Elle est quand même forte. Là où j'ai un petit point d'interrogation, puis je te le dis comme ça, je n'ai pas d'opinion en tant que telle, mais j'ai juste des questions dans ma tête, puis on va avoir les réponses le 16. Là. C'est Priska Vico, elle en est rendue où dans sa carrière? Parce qu'elle a eu des moments plus difficiles dans les 2 dernières années. Elle a eu des défaites. Elle a aussi eu des combats split contre des adversaires quand même assez faibles. Donc, est-ce que contre une Jessica qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est très en forme et qu'elle, à l'inverse, elle performe de mieux en mieux, est-ce que quand on va arriver sur le combat, on va voir vraiment une Jessica Camara énormément supérieure à Priska Vico? Parce qu'à un certain moment, mettons 2 ans avant, là, si on s'était parlé de ce combat-là il y a 2 ans, quand Priska avait à peu près 45 ans, j'aurais peut-être dit, tu sais, Jessica Priska. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un peu plus comme ça. Je vais te donner mais Marie, il ne faut pas se leurrer. Là, elle a été choisie. C'est pas une demi-finale. C'est pas, non, il y a une question de budget en arrière de ça aussi. Puis là, mon autre question, la suivante, on commence quand à investir des vrais sous sur Jessica Camara pour des adversaires? Parce que là, Jessica est chez Lou DiBella, puis son agent, c'est Brian Cohen. OK? Bon, il va falloir, j'ai hâte de connaître la stratégie pour Jessica, parce que Jessica on va parler de BoxRec, parce que c'est plus facile, mais dans les associations, c'est un peu la même chose. Elle est classée dans toutes les associations, elle est top 5 sur BoxRec à 140 livres. Elle peut se battre à 135 livres aussi. Donc, si on n'a pas ce qu'il faut à 140, on peut la faire descendre à 135. Elle pourrait fort probablement aussi se battre à un catchweight à 145. Je l'étais avec elle à New York il n'y a pas si longtemps que ça. Martine Vallière, moi, Jessica, on prenait un verre de vin ou une bière dans un pub, Jamie's Corner, et on a croisé Jessica McCaskill. Et là, on s'est mis à jaser avec eux autres, puis ils s'imaginaient les 2 filles s'affronter. Mais si on remet ça en perspective, c'est tout à fait possible. Jessica McCaskill est capable de faire 140 livres. Elle s'est battue contre Chantel Cameron. On en avait parlé. On s'était dit comment ça se fait qu'ils ont donné ce spot-là à Jessica McCaskill quand Camara s'est fait voler contre Kali Reese. Elle aurait pu avoir un éliminatoire, une 2e chance. Donc, tu sais, ce genre de combat-là, ce genre de fantasme-là, quand est-ce qu'on va pouvoir dire que ça va être concret pour Camara qui avance tranquillement en âge? Là, on s'éloigne un peu de la place belle, mais... Oui, mais tu comprends mon point. Oui, mais je trouve que tu t'inquiètes. L'important, c'est juste que... je m'inquiète? Oui. Aujourd'hui, je te sens beaucoup dans l'inquiétude. Elle a juste à rester active, ça va bien aller. Puis, tu as raison sur le principe de l'investissement, mais c'est toujours le danger quand tu es exproprié un peu. Tu sais, elle, c'est une Ontarienne qui vit maintenant à Montréal, qui se bat pour un promoteur américain. C'était certain qu'on allait venir à ça, m'emmener l'investissement. Elle va plus
Tu sais, elle va servir d'adversaire, il va falloir qu'elle surprenne quelqu'un pour devenir championne. Elle ne se Oui. battra pas au Centre Bell en finale avec le gros investissement sur elle. Il y a toujours des rumeurs d'opportunités pour elle. Mais tu sais, quand je disais les comparables, quand on parlait des comparables tantôt, ils ont une adversaire en commun dans la dernière année, Priska Vico et Jessica Camara, c'est Simone Aparecida da Silva, qui n'est pas renommée pour être une boxeuse de Journey Women. C'est juste là, parce que on va s'éloigner encore, mais je veux juste rappeler que c'est elle qui obtient un combat contre Marie-Pierre Roule, puis qui profite de son visa pour aller faire du MMA en Colombie-Britannique. Elle se fait prendre, puis elle n'a plus de combat. Mais bon, c'est exactement, t'as mis la table. Ce que je veux dire, c'est que dans la même année, ils ont affronté Simone Aparecida da Silva, les deux. On a Priska Vico qui, sur un combat de 10 rounds ou de 8 rounds, de 10 rounds, si je ne me trompe pas, va chercher une split decision contre Simone Aparecida da Silva. Puis tu as Jessica Camara d'un autre côté qui va la knocker en 2 rounds. Oui, mais il faut faire attention. Mais je vais t'arrêter, là, parce qu'Aparecida da Silva, elle se bat à peu près aux 5 semaines. Là. Je pense qu'elle a aussi affronté l'autre, la fille qui vient du MMA aussi. Là, elle se bat aux 5 semaines. Il faut faire attention. Elle se bat trop, puis elle se bat dans différentes catégories. Elle s'était-tu battue sur une réserve indienne en MMA avant? Il faut faire attention. Des fois, il faut aller chercher c'était quoi le contexte quand elle s'est battue. Oui, mais tu sais, j'allais chercher un peu le contexte. Puis je trouve que ça reste quand même un indicateur. Moi, ça m'inquiète quand quelqu'un va chercher une split decision contre Simone Aparecida da Silva. C'est juste ça que je veux dire. Fait que j'ai hâte de voir comment Priska Vico va arriver mentalement puis physiquement. Physiquement, je crois qu'elle est très en forme. Mais tu sais, est-ce qu'on va voir vraiment une fille qui est capable d'affronter Jessica Camara dans un excellent combat? Point d'interrogation. Je suis positive quand même parce que j'aime bien Priska, je l'ai vue dans le passé, mais comme je disais, dans les 2 dernières années, je trouve ça plus difficile, puis c'est ça plus mon point d'interrogation. Il reste 2 autres combats. Il va y avoir Amanda Gill qui, je regardais Lou DiBiella nous parler d'elle aussi, avait des étoiles dans les yeux pendant la conférence de presse. Je l'aime beaucoup, Amanda. Je l'ai parlé, je l'ai interviewée à peu près 1 mois et demi de tout ça. C'est une fille qui a rushé dans ces dernières années. Elle était aidante naturelle pour sa mère, qui avait un cancer en phase très avancée, qui est décédée l'année passée. Ça va faire 1 an bientôt, je pense au mois de mai, que sa mère est décédée, mais elle a été malade pendant 9 ans. Et Amanda Gali a été son aidante naturelle, donc sa boxe, tout son entraînement de boxe tournait autour des soins à prodiguer à sa mère. Puis ça a une influence sur comment elle a passé la dernière année. Parce que sa mère est décédée au mois de mai, puis après ça, elle a eu toutes sortes d'adaptations, de nouveautés dans sa vie, de nouvelles routines qui ont fait qu'elle a eu une année peut-être en dents de scie, mais elle l'a terminé vraiment fort sur un knockout au mois de décembre, un vrai beau knockout. Puis ça, c'était comme la cerise sur le sundae, je dirais. Puis elle veut vraiment entamer l'année avec un nouveau mindset. Quand je lui ai parlé, là, c'est comme si elle était tout d'un coup libérée de certaines contraintes qu'elle avait, puis il fallait qu'elle réapprenne un peu à vivre et à s'adapter à ça, incluant sa routine d'entraînement, incluant tout ça. Donc, cette fille-là va se battre probablement souvent. C'est une fille qui est en copromotion avec Lou DiBella et Lee Baxter. Tu sais, on parlait de plusieurs promoteurs qui travaillent ensemble tantôt ou non. Bien là, on a Lou DiBella, Lee Baxter puis Yvon Michel sur cette carte pour les 3 filles. L'adversaire semble être une adversaire correcte pour elle. Amanda Gali a une grosse carrière amateur, by the way. Elle a été championne canadienne et elle a aussi eu des litiges avec Boxing Canada, comme plusieurs boxeurs, ce qui a fait qu'elle a passé pro à un certain moment donné parce qu'elle s'est tannée d'attendre. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas tant de combats pro que ça pour le moment. Elle a attendu, puis finalement, l'élastique a pété, puis elle a passé pro. L'adversaire semble correct pour elle. C'est une Mexicaine qui a quelques combats qui a une fiche positive. Je pense que ça va bien commencer son année, puis après ça, on devrait la voir progresser vers des combats plus difficiles pour elle. Mais ça va être un bon match-up selon moi. Oui, puis il reste un autre combat, je ne m'en rappelle même plus. Caroline Vert aussi va se battre. Et Caroline Vert, moi j'en ai parlé pendant la conférence de presse, j'ai dit à Caroline Vert qu'elle allait vite là, en affrontant Emma Gongora. Oui. Puis j'ai demandé à Yvon Michel, j'ai dit, coudonc, veux-tu l'envoyer en championnat du monde en 23? Puis Yvon, il m'a dit, ben, t'as raison, sauf que ça va être 24. Mais il m'a dit que oui, il la trouvait dangereuse. Puis je vais faire le lien. Là.
C'est parce que moi, quand j'ai préparé la conférence de presse, ce que j'aime, c'était une conférence de presse de sous-carte. Puis souvent, les autres journalistes, je vais te le dire, là, ils ne sont pas préparés, ils ne connaissent pas leur boxe. Puis là, dans le fond, si tu prenais les articles de journaux qui sortaient des autres journalistes, c'était toutes mes questions que j'avais posées. Fait que j'aurais aimé ça qu'ils m'envoient peut-être un chèque, ceux qui nous écoutent. Mais moi, ce que j'avais fait comme lien, c'est que Emma Gongora, à son deuxième combat, elle affronte Estelle Yoka Mosley, qui est la superstar. Et là, j'étais allé lire là-dessus. C'était facile, c'était en français, c'était en France. Le combat avait lieu le vendredi soir, ou la pesée avait lieu le vendredi, le combat le samedi. Mais ils ont appelé Gongora le mardi soir. Oui, ça a été signé le combat à 48 heures d'avis qu'elle m'a dit Gongora. Oui, elle a dit oui, c'est ça. Mardi pour se battre vendredi. Elle était déjà au poids. Et elle perd contre la vedette, celle que tout est organisé, 77-75. Je ne sais pas si vous le savez. C'est ses débuts pro, by the way. Hein? C'est son deuxième combat. Deuxième combat. Je ne sais pas si vous le savez. Ça, c'est quasiment une victoire. Okay? Et là, en plus, elle vient de battre Martine Vallière-Bisson. Elle est en ascension, Emma Gongora. Une fille qui court le 400 mètres haies dans ses temps libres, à un haut niveau, qui se bat en kickboxing. Et là, Caroline Vert, là, je veux dire, c'est le top 10 avec une victoire. Là. Oui, ça va être un très bon combat, by the way. S'il y a un combat qui est intéressant sur la sous-carte, c'est celui-là. Moi, je suis très excitée par ce combat-là. C'est un excellent match-up. Ça va être, comme tu dis, si l'adversaire est crédible, tout à fait. Caroline n'a pas beaucoup d'expérience pro, donc l'autre, elle va profiter de ça probablement aussi. J'ai hâte de voir comment Caroline va réagir face à une fille comme elle, qui fonce sans arrêt et qui frappe dur. C'est une fille qui frappe quand même dur, Emma Gongora. Une fille aussi qui est énormément motivée, qui est backée par une équipe en arrière énorme aussi. Ben oui, je suis allé voir, là, c'est où je t'en parle, OK, parce que quand j'ai fouillé sur Gongora, elle a son site Internet, elle le met à jour, elle est entraîneur privé. Comme avant du merchandising. Elle est nouvellement commanditée par Adidas pour les gants et les gears. C'est vraiment. Cette soirée-là, il y a 2 combats qui valent l'intérêt. Okay? Parce que tu peux dire, il peut y avoir. Oui, Vert est favorite, là, mais elle va trimer très dur, puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Gongora contre Vert, puis Mathieu Germain contre Wilcox. C'est vraiment les 2 combats les combats intéressants de la soirée. Mais les combats qu'ils peuvent aller d'un côté comme de l'autre, c'est ces 2 combats-là. Mais Caroline Vert, je veux dire bravo, parce que juste pour la petite histoire, aux Jeux olympiques, elle méritait un meilleur sort dans son 3e round. Et c'était le combat qui lui garantissait une place sur le podium. Oui. Donc, puis cette semaine, c'est Claire Couturier qui me racontait que quand elle est allée à New York avec Caroline Vert, tout le monde connaissait Caroline Vert. J'étais là avec eux autres. Il y a des filles qui sont championnes qui reconnaissaient Vert, qui saluaient, fait qu'elle est connue à l'international. Soulem Urbina, Sky Nicholson, même French and Cruz Dezern, tout le monde savait était qui. Tout le monde se prenait en photo. Puis elle est allée voir Eddie Hearn à New York. Puis elle a dit, by the way, je m'appelle Caroline Vert. J'ai été aux mêmes Olympiques que Sky et j'aimerais l'affronter. Elle commence à placer ses pions. Là. On voit vers où elle voudrait aller, mettons, il y a 1 an. Il faut admettre, OK, il va être content, que Yvon Michel commence à avoir une bonne expertise en boxe féminine. Je veux dire, Marie-Ève Dicker a ses combats de championnat du monde. Clavel aussi. Les 2 sont battus en combat undisputed, là, incontesté. Là, après ça, tu as Marie-Pierre Roule qu'on va avoir une bonne nouvelle. Là, Vert, c'est la prochaine. Fait que, je veux dire, elle est en bonne place. L'expertise est là. Et là, je te fais un lien parce que je viens de te parler de Marie-Ève. Moi, maintenant, je fais juste des liens. Okay? J'ai appris ça à l'école d'animation. Terry Harper va affronter Cecilia Bracus. Je veux juste rappeler aux gens qu'il y a eu un battage médiatique annonçant une retraite pour Marie-Ève Dicker. Retraite qui ne s'est jamais confirmée parce que Marie-Ève Dicker va annoncer la retraite quand elle le voudra bien et son idée n'est pas claire dans sa tête. Cette semaine, j'ai passé l'après-midi avec Samuel Descaries-Drolet qui est proche de Marie-Ève Dicker. Et lui, il était pas mal unanime. Marie-Ève n'a pas tant envie que ça de se retirer sur une retraite, sur une défaite. Elle est au gym tous les jours.
Ben, je la comprends. Elle a vu le combat de Spencer contre Herman, puis elle a dit, moi, j'ai envie de pogner Herman pour un titre vacant. Là, elle voit Cecilia Braekhus, qui, je vous rappellerai, la journée que Marie-Ève Dicker passe pro à Sorel, a dit aux médias locaux là-bas, et moi, on était deux, ben moi, mon rêve en boxe professionnelle, c'est d'affronter Cecilia Braekhus. Là, Braekhus, elle a un combat de championnat du monde à 154 livres contre Terry Harper. Toujours des rumeurs qu'Harper pourrait descendre. Braekhus pourrait gagner. Ça va prendre une adversaire. Vous faites faux bon si vous pensez que Marie-Ève Dicker n'est pas au gym et qu'elle ne surveille pas tout ça encore. C'est sûr qu'elle va regarder ce combat-là avec beaucoup d'intérêt. C'est prévu pour le 29 avril, selon ce que j'ai vu en Angleterre. Braekhus, qui montait à 154 livres il y a peu de temps. On se rappelle que l'année passée, on avait annoncé un combat, un tournoi à 3 têtes entre Marie-Ève Dicker, Cecilia Braekhus et Patricia Bergu, qui était tombée à l'eau. Par la suite, Braekhus a pris un combat contre une adversaire quand même, contre une adversaire plus facile pour se mettre dans le bain du 154 livres. On en avait parlé, Laurent avait trouvé qu'elle était lente dans ce combat-là, qu'elle avait vraiment ralenti beaucoup, mais tu sais, elle revenait d'une inactivité aussi. Là, elle accepte, en fait, on s'entend que Terry Harper n'est pas... elle n'attendra pas toute sa vie après Natasha Jonas pour un combat pour Undisputed. Là. Jonas ne semble pas vouloir affronter Terry Harper. Mais donc, ça a l'air là, que Ben Shalom, puis c'est qui l'autre promoteur, Eddie Hearn ou... Eddie Hearn. Ça a l'air là qu'ils saillissent plus que Yvon Michel puis Camille Stéphane. Il y a clairement un froid, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste une question de promoteur ici. On s'entend que Terry Harper et Jonas ont fait un combat. C'est un combat nul. Terry Harper n'a pas voulu donner de rematch à Jonas. Il y a une forme de revanche là-dedans parce que Jonas a les 3 autres titres. À un moment donné, Harper va vouloir descendre parce que il y a d'autres opportunités à 140, à 147 livres pour elle, à 135 aussi. Mais ce combat-là contre Cecilia Braekhus, c'est pour, on appelle ça le legacy en anglais, hein, établir son héritage boxe, sa fiche, affronter l'ancienne championne Undisputed qui était tant admirée, qui a encore envie d'avoir sa chance en championnat du monde. Ça va être quand même un combat très intéressant à regarder. Moi, je me dis probablement que Braekhus, oui, était plus lente à son dernier combat, mais c'était un retour à l'activité après 2 ans, nouvelle catégorie de poids, etc. Je m'attends pas... OK, je vais faire une prédiction déjà tout de suite. Je m'attends pas à ce que Braekhus gagne contre Terry Harper. Parce que Terry Harper, beaucoup plus jeune, à 26 ans, Terry Harper, beaucoup de boxe à donner encore, est rapide, est puissante. Je pense que ça va être dur sur 10 rounds pour Cecilia Braekhus, qui n'est pas une knockeuse, qui n'est pas une power puncher, de peut-être suivre le rythme de Terry Harper. Moi, je pense que ça va être une décision unanime pour Terry Harper. On a du temps, c'est en fin avril, je peux changer d'idée, mais ça reste que ça va être un très bon combat à regarder qui peut mettre la table à beaucoup de choses, autant pour le futur de Marie-Ève Dicker que de Mary Spencer. Ben oui, c'est sûr. Autant pour même des filles comme toutes les catégories, là, comme Clarissa Shields, etc., même Natasha Jonas, ça va beaucoup bouger chez les 150. Parce que moi, souvent, je me fais comme un tableau dans ma tête. Puis, Harper pourrait battre Braekhus, pourrait descendre à 147, mais sans abandonner son titre à 154, ce que j'appelle la méthode Chad Dawson qui avait fait contre André Ward. Et après ça, Harper pourrait même revenir défendre son titre, mettons, après une défaite à 147, ou gagner à 147 et là, abandonner. Mais là, il y a un délai et là, on y va avec... On appelle les 2 premières aspirantes et on peut penser que ça va être Herman et Dicker avec Spencer qui est 3e. Donc, 2 des 3 vont dire oui. Moi, Terry Harper, je ferais exactement ce que toi tu dis parce que, écoute, Jonas, si elle n'a pas de chance de devenir Undisputed parce que l'autre ceinture appartient à Harper, va peut-être abandonner ses titres puis descendre pour aller à chercher. La méthode Chad Dawson. J'adore ça. J'invente des méthodes. On va aller vite là, pour les autres sujets. Ouais, pas de problème. Rapidement, le Canada a boycotté les championnats du monde 2023. Là, sur le coup, je me suis dit, on ne pourra pas aller aux Olympiques. Et là, j'ai réfléchi, puis mettons que dans une division, il y a 16 boxeurs. Souvent, la manière que ça fonctionne, c'est les 2 premiers qui gagnent les championnats du monde. Après ça, tu en as 2 ou 3 par continent. Puis là, il y a les continentaux, il y a les championnats du monde, il y a plusieurs façons
de se connecter. Il y a aussi, je pense, les pointages. Fait que je n'ai pas à m'inquiéter. Le Canada va quand même envoyer du monde aux Jeux olympiques. C'est juste que le Canada n'est pas les seuls à boycotter. L'Angleterre annonçait qu'il boycottait, les États-Unis, l'Irlande, un paquet de pays. Là. Et ça continue. On attend après la décision de la France. La France, c'est un peu pris entre deux feux. Je vais juste finir parce que j'ai oublié de dire le plus important. C'est que le président de l'IBA, c'est un Russe et les Russes vont participer. C'est pour ça. C'est pas qu'on décide de ne pas y aller sur un coup de tête. C'est en réaction au fait que les athlètes russes sont admis. C'est pas juste en réaction à ça, c'est une des raisons. Ouais, mais c'est lié à la Russie pareil. Je t'explique un peu. L'IBA, on le sait, ils sont sanctionnés. Le Comité international olympique les a déjà avertis que pour le moment, ils ne sont pas au programme de 2028. OK? 2024, c'est réglé, ils vont, mais en 2028, ça peut changer cette décision-là si l'IBA fait des grosses réformes internes et s'adapte. Donc, c'est stand-by pour 2028. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aux Olympiques, mais en boxe, mais ça se peut. Bref, tu as Oumar Kremlev, qui est président de l'IBA, comme tu dis, un Russe, qui est aussi le président de la Fédération russe de boxe. Hein? Donc, il connaît très bien Beterbiev, Bivol et tout ce monde-là. Le problème, c'est qu'eux ont décidé d'aller contre la recommandation du CIO de permettre au Bélarus et à la Russie de pouvoir accéder à ces championnats du monde-là, féminins et masculins cette année. Kremlev a dit non, on va le tolérer, on va l'accepter, puis ils ont sorti des théories que les athlètes ne devraient pas être pénalisés, puis tout ça, sauf qu'on reste en contexte de guerre. Donc, tu as raison, c'est la raison principale. Donc, les autres pays ont dit non, on sanctionne. Cela dit, il n'y a pas juste ça. C'est le fait aussi qu'il y a beaucoup de corruption dans l'IBA et que la Russie reste attachée énormément à l'IBA, de par le président Kremlev, mais aussi de par l'argent qui rentre à la IBA par son commanditaire principal qui s'appelle Gazprom, qui est la compagnie gazière russe, qui est très, très impliquée là, au niveau des bourses puis du développement de l'IBA puis tout ça. Donc, la patte de la Russie est vraiment profondément ancrée dans l'IBA. Et là, ils sont en chicane avec le CIO continuellement présentement, au lieu de s'adapter et faire ce que le CIO leur a demandé pour aller chercher la place de 2028. Là, ils sont continuellement en conflit avec... puis ça s'écœure par communiqué interposé. Je pense que les fédérations sont tannées puis ils veulent un changement. C'est une manière de revendiquer un changement à l'IBA tout court, un changement profond. Dire on n'y va pas autant chez les gars que chez les filles. Ce qui veut dire que Tamara Thibault ne sera pas championne du monde 2 années de suite. On va avoir une nouvelle championne du monde, à moins que ces championnats-là soient complètement annulés s'il y a trop de désistements. Ça pourrait arriver aussi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je voulais juste expliquer un peu le contexte, mais c'est dommage parce que ça pénalise les athlètes, mais en même temps, je peux comprendre que la corruption est tellement ancrée dans l'IBA qu'on a besoin d'un changement si on veut garder sa place aux Olympiques à long terme. Mais ça me rappelle en 1976, quand les athlètes africains avaient boycotté les Jeux olympiques de Montréal, mais ils l'ont appris dans l'avion. Fait qu'ils ont débarqué à Dorval, ils sont rembarqués de l'autre bord. Là, c'est vrai. Là, place le prochain sujet, mais je me gâte un 30 secondes. Vas-y. Je voudrais mentionner que Lani Daniel va affronter Aleri Meleza pour le titre WBO des poids lourds chez les femmes, qui est 168 livres et plus. Et j'aimerais mentionner que la division est assez prenable. Là. Je pense que dans les 5 premières, il y a 3 filles de la Nouvelle-Zélande. Et ma bonne amie Vanessa Lepage-Johannis, je vous le dis, elle a juste besoin de gagner 3 combats de suite, puis elle a un voyage en Nouvelle-Zélande. Ça va leur prendre des adversaires parce qu'ils ont l'air à vouloir établir beaucoup la gagnante des deux là, pour y faire quelques combats là-bas. Je sais que Vanessa se cherche un combat présentement pour se remettre en selle. Fait qu'on va lui souhaiter de le trouver rapidement. Moi, j'ai très hâte de la revoir. Vincent Morin là-dessus. On a des matchmakers qui s'en occupent. Puis moi, je continue à pousser ma Vanessa. Moi, à chaque fois, je prends la meilleure boxeuse. Non, pas la meilleure, mais mettons l'indépendante qui ferait le plus de sens de monter vite, là, et là, j'ai fait de la promo. Fait que là, on il va avec 2 minutes par sujet. Pas de problème, c'est toi qui fais les analyses. Sarah Yatiadjo en mode vitesse extrême, pourquoi je dis ça? Elle se bat dès ce soir son 2e combat sur 10 rondes. Oui, elle se bat sur 10 rondes, 2e combat contre une adversaire qui a 47 combats pro.
Elle en a 2. Il faut comprendre que Sarah a comme 300 combats. Elle a aussi chez les amateurs énormément de background. Donc, ça va aller vite cette année pour elle. Vitesse extrême, pas juste parce que chez les pros, elle se développe, mais elle est en parallèle sur un cycle olympique. Et elle, pour le moment, elle vise les championnats du monde de l'Inde parce que même si elle est canadienne, elle ne se bat pas pour le Canada, elle se bat pour la Sierra Leone chez les amateurs. Et ils n'ont pas encore dit qu'ils boycottaient ces championnats du monde-là. Donc, ça se peut qu'elle aille à ces championnats du monde-là cette année, puis elle revienne championne du monde. On ne le sait pas. On le sait pas. Sarah Geggiadjuk a 4 nationalités. On en a déjà parlé. Hein? Canadienne, iranienne, irlandaise de par son mari et Sierra Leone. J'espère qu'ils ne déchireront pas son visa canadien. Ça fait ça, tu sais. Elle n'a pas de visa canadien. On est né au Non, Canada. non, mais ils vont-tu annuler sa citoyenneté? Ça, elle va quand même au championnat? Non. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Elle est née au Canada. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas annuler sa citoyenneté. C'est une Canadienne, mais tu sais, elle a plein de nationalités. Mais elle va tellement être intéressante à suivre cette année parce qu'elle va jouer sur les 2 paliers en même temps. Pro, amateur. Puis comme, tu sais, elle a fait un 8 rounds pour ses demi-pro, un 10 rounds pour son 2e combat pro. Ah oui. Elle va passer sur 2 zones à soir. Là, les gens vont être en retard. Là, mais ceux qui n'ont pas annulé le poste avec la dernière augmentation. Mais là, je vais te surprendre. OK? Je vais faire exprès. Je vais sauter de 2 sujets puis je vais revenir à l'autre. OK? Parce que là, on parle de vitesse extrême. Moi, je vais te parler de Alexa Kubicki. Je surveillais mon box-rec un matin. De 1, elle a juste 19 ans. De 2, elle est 5-0. Mais là, c'est parce que je regardais le choix de ses adversaires. Il amène des filles de 25, 30 combats qu'elle aurait dû affronter dans 5 ans. C'est qui ça? C'est un prodige? Qu'est-ce qui se passe? Cette fille-là, elle a aussi fait une petite carrière amateur. Là. Elle a quand même elle a commencé chez les amateurs, mais elle a décidé, elle, qu'elle ne ferait pas de gros cycle olympique complet, puis qu'elle voulait avoir une ceinture, puis qu'elle passait pro. Passée pro au mois de juin l'année passée. Elle a fait 5 combats entre juin et décembre, puis s'est ramassée 6e IBF en décembre. Comment elle a fait ça? Elle n'a même pas de promoteur en plus, Laurent. Donc, non, elle n'a pas de promoteur. Moi, être un promoteur. Message à Camille et à Stéphane. Être un promoteur, moi, cette fille-là, je la signerais parce que, imagine-tu le potentiel? Si elle est capable de se rendre 6e IBF en 6 mois, à 19 ans, pas de promoteur, ça veut dire qu'elle-même a déjà ses propres contacts. Marie, je m'en allais dire une méchanceté. Là. Je m'en allais dire si Eye of the Tiger a déjà signé Brie Halling, ils vont signer Alexa Kubicki, mais c'était pas bien. Tu t'en allais dire une méchanceté, mais tu l'as dit pareil. Ah, c'est Bref, non, mais Alexa Kubicki, ils ont commencé, elle, de par son entourage, son père, probablement ses coachs, c'est une fille qui vit à Edmonton, là, qui est d'Edmonton, mais qui a une double citoyenneté. Je crois qu'elle est polonaise. Elle a des contacts, entre autres avec une championne en Europe qui s'appelle Fabiana Bietiki, qui est une championne à 105 livres, qui, elle, est une tête d'affiche. Donc, en Europe de l'Est, on le sait, il y a des cartes toutes les semaines. Hein? Donc, ils ont commencé doucement avec elle, ils l'ont mis contre Claudia Ferengi, celle qui a quasiment 100 défaites. Moi, j'étais découragée quand je l'ai vu faire son début pro. Je l'ai regardé, moi, ce combat-là. Puis je me dis, oh my God, ça commence mal. Mais tout de suite après, ils ont commencé à la faire progresser. À son 3e combat, ils ont fait affronter Xenia Jorneak, une ancienne adversaire de Kim Clavel, qui était quand même avec une fiche positive. Ensuite de ça, il l'a emmené contre Isabelle Milan. Puis c'est là que ça a été payant, Laurent. Isabelle Milan, c'est une fille qui était classée top 10 de l'IBF déjà, puis qui avait énormément de combats. Et non seulement Alexas l'a battu, mais elle l'a dominé outrageusement. Si je me demande si Milan a gagné un round dans ce combat-là. Mais te souviens-tu que Isabelle Milan était, entre guillemets, à son nom revenait pour affronter Kim Clavel au Stade Jarry? Pour vous donner une idée du calibre, Kubicki venait d'avoir 19 ans quand elle l'a affronté. Oui, puis elle l'a outrageusement dominé, Laurent. C'est ça qui a fait qu'ils l'ont propulsée à 6e place. Puis là, elle continue à se battre dans pas long contre une fille qui est classée 14e box-rec, puis qui est classée dans les associations. Elle est rendue 20e box-rec. Donc, encore là, elle affronte tout le temps des filles qui sont capables de la faire progresser. Moi, je pense que cette fille-là, c'est un joyau à aller signer parce que c'est quoi? Imagine à 19 ans, imagine à 29 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'une fille si on la développe comme il faut et elle est bien encadrée par un promoteur? Cette fille-là, elle a tout ce qu'il faut. Là. Clairement, quand tu as 19 ans, pas de promoteur, puis tu es capable de battre des filles comme Isabelle Milan à plate couture, organisée par toi-même, là. Puis en 6 mois,
de carrière pro, là, seulement. Là, Cette semaine, là, oui, je raconte toutes mes discussions privées avec Marc Ramsey que j'ai eues dans le bureau, mais il me contait que des fois, il y a des gens qui sont comme ça à un très haut niveau, parce qu'il me parlait de ça avec Carlos Gongora, genre pourquoi je n'avais pas plus entendu parler que ça, mettons, dans ses premières années. Puis il me disait que si tu ne trouves pas le bon entraîneur, là, tu peux stagner. Genre, tu sais, comme elle, Kubicki, malheureusement, tu as raison pour tout ça, où elle va être à 29 ans. Vraiment, il va falloir qu'elle sorte d'Edmonton, qu'il n'y a pas cette grosse. C'est ça qu'elle essaye de faire. Moi, j'ai parlé à son papa, qui est comme un peu son agent aussi. Il la protège, elle est jeune. Puis son père aimerait qu'elle soit signée par un promoteur de l'Est. C'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il recherche. Je pense qu'il a probablement déjà cogné à la porte d'Eye of the Tiger. Puis cette fille-là, elle a un agent aussi, déjà, un manager, qui est Artem Verbika, le même agent que Femke Hermans, by the way. Et donc, ce gars-là a beaucoup de contacts en Europe. Beaucoup de filles sous lui. Et je pense que c'est un bon match. C'est un bon match pour elle. Tu sais, l'équipe est là. Mais sortir d'Edmonton, elle est totalement prête à le faire. Il faut juste les opportunités, puis il faut qu'elle soit bien développée. Tu sais, ça peut aller vite, mais ça peut bloquer vite aussi. Tu étais en colère quand tu as vu que Anna Rankin allait faire face à Logan Oller. Oui, je ne suis pas contente. Puis là, je ne comprends pas pourquoi Brian Cohen est l'agent de Logan Oller, OK? Le même que Mary Spencer, que Jessica Camara. Ils ont le même agent. Lui, il y a beaucoup de boxeuses sous lui. Logan Oller, c'était une prospect. Tu te rappelles, juste au début de la pandémie, on disait tout, elle est intéressante, cette jeune fille-là, 154 livres, elle est en montée. Puis là, tout d'un coup, elle a eu 2 défaites vraiment difficiles de suite. Elle a eu la première défaite contre Chevelle Hallback. On s'entend que Chevelle Hallback, même si elle était dans la cinquantaine, on se rappelle de toutes les affaires d'âgisme qu'il y a eu. C'est une fille qui est vraiment en forme hors norme et elle a vraiment fait mal à Logan Oller. Puis tout de suite après, elle a eu un combat vraiment difficile de 4 rounds seulement qu'elle a perdu contre Olivia Giroula. Ça, c'est une claque d'en face un peu plus. Parce qu'Olivia Giroula n'est pas au top de sa shape. Puis sur du 4 rounds, une prospect comme Logan Oller aurait dû gagner ce combat-là. Toi, tu es l'agent de cette fille-là. Tu te dis, elle sort de 2 défaites solides. Tu as envie de l'envoyer sur un combat de retour, puis en 154 livres, 147 livres, tu peux trouver des options. Il y en a des filles qui, pour remettre quelqu'un en selle, puis la remettre, tu sais, lui redonner confiance un peu. Mais non, il l'envoie contre Anna Rankin se battre. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui a un agent qui est si bien plugué se ramasse, à moins que la bourse soit vraiment énorme là, contre Anna Rankin. Je trouve que c'est une drôle de décision qui peut carrément briser sa carrière ou la propulser. Mais c'est un kit ou double, mais c'est beaucoup plus risqué qu'autre chose après 2 grosses défaites, surtout le type de défaite qu'elle a subi contre Olivia Giroula. Moi, c'est plus là que je suis un petit peu... je suis surprise de ce choix-là. J'aurais pas pensé que son prochain combat, là, tout de suite après ces 2 défaites, ça aurait été quelque chose de même. Puis je me demande à ce moment-là, son manager, à quoi il sert? Tu sais, dans le fond, c'est pas à la propulser, mais de la bonne manière, parce qu'elle est quand même jeune, Logan Oller. Mais je pense que dans le manager que tu parles, il y a trop de boxeurs, là, puis il est en train de se mélanger d'une à l'autre. Moi, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas que les intérêts de la boxeuse ont été protégés ici. Parce qu'Anna Rankin, c'est une tough. Puis selon moi, Logan Oller battra clairement pas Anna Rankin, puis il y a un risque de knockout. Là. Anna Rankin, là, elle est dans sa meilleure période à vie. Là. Elle est commode. Non, puis sur une lancée, elle a été championne du monde, elle a envie de revenir au top, elle a des objectifs, là, Anna Rankin. En tout cas, c'était ça mon commentaire. Je suis un peu surprise. Je ne sais pas que je suis contre le combat, mais je suis contre le combat présentement. C'est beaucoup plus ça. Je trouve que tu es tout en nuance aujourd'hui. Ouais. En conclusion, cette semaine, je lisais mes feuilles. J'aime ça faire des petits intros. Je lisais mes feuilles, puis j'en revenais pas à quel point que l'équipe olympique de la France de 2016 était puissante. Genre, il y avait Souleymane Sissoko, il y avait Mathieu Boderlich, il y avait Estelle Mosley et Tony Yoka, qui étaient à l'époque un couple qu'on appelait le couple en or. Oui. Et d'ailleurs, on va le dire, là, si Tony Yoka a gagné la médaille d'or, c'est grâce à Estelle Mosley. Parce que Mosley avait gagné la journée d'avant. Et là,
on avait déjà décidé, là, le couple en or, toute l'histoire était déjà faite. Fait que le pauvre Joseph Joyce, il n'avait aucune chance de battre Tony Yoka au juge parce que l'histoire était déjà décidée. Donc, c'est Estelle Mosley qui a remporté la médaille d'or olympique des poids lourds la journée d'avant. Il y avait du monde. Là. Il y en a même d'autres noms que j'oublie qui n'ont pas passé pro après. Bref. Elle joue sur 2 plans cette année, Estelle Mosley. Promoteur et boxeuse. Promoteur et boxeuse, et elle va jouer chez les pros et chez les amateurs aussi. Elle est sur la route, elle a gagné sa pré-qualif olympique il y a 1 mois à peu près, et elle s'en va en qualif olympique au championnat un petit peu plus tard cette année. Là, elle part en camp d'entraînement pour ce championnat-là amateur. Entre-temps, elle a un titre IBO qu'elle devait défendre. Elle a défendu ça contre Anisha Bashir, si je ne me trompe pas, une Africaine, qui est classée 18e à l'IBO. Fait que moi, quand j'ai vu ce match-up-là, je me suis dit, OK, c'est parce qu'elle voulait une défense optionnelle, mais très optionnelle. Je me suis dit, elle va quand même dominer ce combat-là. Puis si on regarde les cartes des juges, effectivement, elle l'a dominé. Mais moi, je l'ai regardé, le combat, puis j'ai trouvé une Estelle Mosley chancelante sur ses appuis, qui se faisait beaucoup trop toucher. Tu sais, gagner un round, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été touché. Ça veut dire que tu as touché plus. T'sais. Moi, c'est tout le temps ça que je dis. Donc, le combat était très excitant à regarder parce qu'il y avait beaucoup de coups de part et d'autre, mais je n'ai pas trouvé Estelle Mosley à la hauteur de la C'est plate à dire, mais j'ai trouvé Estelle Mosley... j'ai trouvé qu'Estelle Mosley avait la tête ailleurs un petit peu plus, même si elle avait beaucoup de misère en défensive. Elle se faisait déborder. Mais là, Marie, je vais t'arrêter. C'est pas ça un peu son passage... en boxe pro, tu sais, tantôt on en a parlé contre Gongora, ça aurait pu finir combat nul. C'est dur. Je suis allé fouiller les noms parce que je n'étais plus sûr, mais contre Verena Kaiser, je me rappelle que je pense que c'était à nos débuts ensemble. Elle avait eu un combat difficile. Même chose contre Lescano, ça avait été exactement, très difficile. à Dubaï. Ça, c'est le combat à Dubaï où il y avait un juge qui l'avait perdante, puis un autre juge qui avait 6-4. Fait qu'on dirait qu'elle n'a pas... Je ne sais pas si elle n'a pas amené le niveau, mais c'est difficile chez les pros, mais sa notoriété fait qu'aujourd'hui, elle est quand même 11-0 avec puis elle s'est fait tout qu'un show. Là. C'était elle la promotrice de son propre show à Paris, puis c'était le show de boucan total. Là. Elle avait une chanteuse, Zao, une chanteuse qui est bien connue en Europe. Ah, j'en connais Zao. Oui, mais Zao, c'est elle qui chantait son ring walk. Là. Elle est arrivée en bling-bling. Moi, j'adore Zao en plus. Le gars-là était commandité en grosse partie par Adidas, puis l'annonceur de ring, my God, j'ai jamais vu ça de ma vie, Laurent. Il était tellement une groupie de Mosley, là. C'était comme s'il n'y avait aucune neutralité dans le ring. Mais non, mais ça n'avait pas de bon sens. Puis il hurlait, là, le monde. Moi, je l'ai regardé là, sur Internet, c'était présenté sur son Instagram à elle. Elle diffusait live sur son propre Instagram. Alors, les gens écrivaient des commentaires live. Est-ce qu'elle est gérante aussi? Il y avait beaucoup de distractions, puis le combat reste qui a été difficile, tu sais. Est-ce qu'elle a signé des boxeuses aussi, genre? Je ne sais pas si elle a signé des boxeuses, mais il y avait Rima Ayadi dans sa sous-carte. Rima Ayadi a su peut-être qu'elle avait ce combat-là une semaine ou deux d'avis. Rima Ayadi s'est bien battue. C'est une autre boxeuse que j'aime bien. Il y avait quelques boxeurs sur ce carte-là, mais je crois pas qu'ils sont signés. Je pense qu'elle a plein simplement dit « J'organise un show puis je vous donne un spot ». Je ne sais pas qui a organisé le matchmaking ni rien, mais bref, j'ai hâte de voir si ça va continuer de produire des événements, là. Mais c'était très différent de ce qu'on est habitué de voir en boxe. Moi, j'ai rarement vu un show comme ça, sincèrement. Juste l'annonceur maison à lui tout seul, j'avais jamais vu ça. Puis je pense que je n'étais pas la seule. Mais le combat, je trouve que la petite, là, qui était classée 18e, la petite Bachir, a vraiment pas mal fait malgré les résultats. Puis moi, être Estelle Mosley, si tu vises vraiment Cathy Taylor après les Olympiques, ben, je pense que le niveau n'est pas là présentement. Il y a des choses à travailler, là. Je pense pas qu'elle a la tête à Cathy Taylor du tout présentement. Je pense pas qu'elle a la tête à qui que ce soit. Je pensais que Maillère allait affronter Mosley quand Maillère a dit qu'elle passait à 135 livres et qu'elle allait affronter la meilleure disponible. Ça, c'est un des divorces qui a été le plus médiatisé en France, les deux. Je ne sais pas si c'est le plus médiatisé, là, mais en tout cas, je sais qu'ils ont 2 enfants ensemble puis qu'ils ne sont plus ensemble. Ça fait à peu près 2 ans, je pense, qu'ils sont séparés, quelque chose comme ça. C'est pas les co-vedettes ici. Là, non, vraiment pas. Mais bref, je t'invite à regarder son prochain gala qu'elle organise parce que tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu vas comprendre tout le show de boucan qu'il y a autour.
On se revoit dans un mois parce que là, On a moi, parlé vraiment longtemps. Là. le samedi matin, là, je vais faire l'épicerie avec ma vieille mère. Puis je Elle doit ramène être à bout, là, ça fait une demi-heure qu'elle t'attend. Elle donne des coups dans la porte parce qu'elle n'est pas loin. Dis à maman, à la maman à Laurent que je m'excuse. C'est de ma faute. Oh, c'est pas grave, t'es habitué. On s'en reparle le mois prochain. À la prochaine, reste là, j'ai des infos à te dire en privé. OK, parfait. Bye. Bye. Fait que c'est